Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler sur la vaccination contre Covid-19. Alors on va parler sur le but de la vaccination, les types de vaccins disponibles, la vaccination en Algérie, le type de vaccin recommandé en Algérie, la stratégie vaccinale, les effets indésirables, les contre-indications. Et je vais aussi répondre sur les questions les plus posées sur la vaccination. Et je termine par un interview de Claude Alexander qui dit il ne faut pas baser sur la vaccination pour combattre le Covid. On commence. Le but de la vaccination contre le Covid, donc la vaccination contre Covid-19, permettre de prévenir la complication grave de la maladie et les décès. Elle protège également les personnels de santé qui ont exposé un risque de maintenir la capacité fonctionnelle du système de santé. Donc le but de la vaccination est de protéger contre les formes graves et les décès et ne pas sur la transmission de la maladie. Les types de la vaccination qui sont actuellement mis en point, on a 4 types de vaccins essentiels. Premièrement, les vaccins inactifs ou vivants atténués sont les vaccins développés par la Chine. Ce type de vaccin contenu des formes inactives ou atténuées du virus qui ont un virus. Ils vont diminuer la pathogénicité du virus en gardant la capacité de stimuler le système immunitaire de ce virus. Donc, injectant directement le virus corona qui est inactivé ou atténué. Deuxième type, c'est la vaccination à base de protéines développées par la France qui contient des fragments inoffensifs de protéines ou l'enveloppe protéique qui imitant le virus Covid pour entraîner une réponse immunitaire en toute sécurité. Troisième type, c'est le vaccin à vecteurs viraux. Ce sont des vaccins développés par la Russe qui est recommandé en Algérie. Il contient un virus génétiquement modifié de façon à ne pas causer la maladie, mais produisait des protéines de corona qui entraînent une réponse immunitaire à toute sécurité. Donc ces vecteurs, ils portent un fragment du gène qui est responsable de la production de protéines qui entraînent stimulation du système immunitaire. Dernièrement, les vaccins de ARN et ADN comme Pfizer et Moderna sont mis en point selon des méthodes de pointe consistant à utiliser un ARN ou bien un ADN génétiquement modifié pour produire toujours pour la production de protéines qui entraînent une réponse immunitaire en toute sécurité. Donc les vaccins recommandés en Algérie, c'est Sputnik V et le premier vaccin enregistré au monde basé sur la plateforme de vecteur adénovirus humain qui est bien étudié. Donc comment le vaccin agit-il? Donc la plupart des vaccins potentiels sont basés sur le fait que le coronavirus ont des pointes en forme de spicules. Les protéines spike aux protéines S qui est à la surface sur la membrane externe et qui donne la forme de la couronne. Le système immunitaire rencontre ces pointes s'il est rencontré avant. Donc, les vaccins anti-Covid sont capables de produire le protéine S à l'intérieur du corps. Si le corps rencontre le virus Covid à l'avenir, le système immunitaire rencontrera cette protéine S et agit contre le virus et de sorte qu'il ne peut pas se développer la maladie. Donc c'est ça la base de la vaccin. C'est un vaccin à 2 vecteurs contre le coronavirus.
La création de vecteurs, on prend la partie de la gène qui code le protéine S et on introduit dans deux vecteurs, l'adénovirus vecteur A et l'adénovirus vecteur 2. La première dose de la vaccination, ici, le corps va synthétiser la protéine S et la réponse immunitaire commence dans cette phase. Dans la deuxième dose qui est à l'intervalle de 21 jours plus tard, ici, le vaccin basé sur un autre vecteur adénoviral inconnu de l'organisme et stimuler la réponse immunitaire de l'organisme et assurer une immunité à long terme. Maintenant, la stratégie vaccinale pour la gérer. Alors, les vaccins sont disponibles graduellement en quantité qui augmenteront au fur et à mesure. La campagne de la vaccination s'étalera sur plusieurs mois et concernera des cibles prioritaires en premier lieu, parmi lesquelles les personnes âgées vulnérables, les personnes de santé, les personnels stratégiques, les personnels âgés plus de 65 ans, les personnes avec comorbidité, puis les personnes âgées plus de 18 ans. Donc, il n'y a pas de données disponibles concernant la vaccination anti-Covid chez les enfants, la femme enceinte et la femme allaitante, car ces populations n'ont pas été incluses dans les essais cliniques et ne sont donc pas actuellement une cible pour la vaccination. Donc, la vaccination, beaucoup plus pour les sujets âgés, plus de 65 ans, avec comorbidité, les personnels de santé et les sujets plus de 18 ans. Mais euh, ne pas pour les femmes enceintes, la femme allaitante ou bien pour les enfants. Donc, délai respecté entre les deux injections, c'est de 21 jours. Comment doit être conservé et transporté? Donc, cela dépend du vaccin. Le vaccin Sputnik V doit être conservé et transporté comme le vaccin Moderna, de température moins de 20 degrés. Tous les autres vaccins, à l'exception du vaccin Pfizer, qui nécessite de transporter dans un degré moins de 70, les autres conservés entre plus de 2 et plus de 8 degrés. Pour les effets indésirables du vaccination, on a trois types d'effets indésirables, soit réaction locale au site d'injection telles que rougeur, gonflement ou bien douleur, des réactions systémiques, c'est-à-dire réactions touchent l'ensemble du corps telles qu'une fièvre, maux de tête, perte de l'appétit, douleur musculaire, et le troisième effet, réaction allergique telle qu'une anaphylaxie ou une réaction allergique systémique sévère. Donc, comme pour toute autre vaccination, les personnes vaccinées doivent être averties de la possibilité de survenir de tels effets par la prise de paracétamol est possible, mais elle n'est pas recommandée de manière préventive. Les contre-indications de la vaccination sont l'allergie de l'un des composants du vaccin, grossesse et allaitement et les enfants et les adolescents moins de 18 ans. Pour la deuxième dose est contre-indiquée en cas de réaction sévère lors de la première injection. Réactions telles que l'anaphylaxie ou une réaction allergique systémique sévère, convulsion, bien hypothermie supérieure à 40 degrés. Maintenant, je vais répondre sur les questions les plus posées sur la vaccination. Donc, la première question, est-ce que je dois continuer à respecter les mesures barrières même après avoir été vacciné? Oui, il est impératif de continuer à respecter les mesures barrières telles que l'hygiène des mains, port des masques et la distanciation physique. Donc, en l'état de connaissance actuelle, le vaccin disponible réduit la sévérité des symptômes, mais ne pas la contagiosité. Quand est-ce qu'on peut contracter le Covid après avoir été vacciné? Oui, on peut contracter la Covid après avoir
vaccinés, mais avec des signes légers voire modérés. Il n'existe pas de vaccin efficace à 100%. Pour le vaccin de Sputnik V est efficace à 92%, mais de rares individus peuvent contacter une forme légère s'ils rencontrent le virus. Donc le vaccin protège contre les formes graves et mortelles de la maladie, mais on peut faire la maladie, mais de forme légère voire modérée. Donc en moyenne, la vaccination prend 10 à 14 jours avant d'être efficace. Ainsi, il est possible qu'une personne ayant reçu la première dose de la vaccin soit en contact avec le virus avant que la vaccination soit efficace et fasse la maladie. Donc, une autre question. J'ai déjà eu auparavant le Covid. Est-ce que je dois être vacciné? Oui, vous devez être vacciné si vous avez déjà eu le Covid, car il existe beaucoup d'incertitudes concernant le degré et la durée de la protection associée à l'infection naturelle SARS-CoV-2. Vous pouvez avoir un certain niveau d'immunité, mais cela peut être insuffisant et peut ne pas durer longtemps. Dans ce cas, la vaccination agira comme un rappel et renforcerait votre immunité. On recommande d'attendre au moins 3 mois après la maladie et faire la vaccination. Donc, une autre question, les sujets âgés seront-ils protégés de la même façon par le vaccin? Pardon. Donc, on sait pour que les sujets âgés que les vaccins contre la grippe sont moins immunogènes du fait du système immunitaire qui est moins actif. Donc, c'est la même base. Pardon. Donc, il semble que le vieillissement du système immunitaire impacterait peu l'efficacité du vaccin de Victor Vivo et de vaccin ARN. Donc, est-ce qu'une personne immunodéprimée peut se faire vacciner? Donc, les personnes infectées par le VIH ou bien les cancéreux, qui prennent des médicaments ou des thérapies immunosuppressives sont des personnes à risque accru de faire le Covid sévère. Il est estimé que les personnes immunodéprimées, les avantages de la vaccination avec le Covid superpassant le risque. Toujours ça. Donc le seul risque est que la réponse immunitaire au vaccin pourrait être diminuée chez ces personnes. Donc en cas de prise d'immuno, donc il est recommandé de vacciner chez ces personnes parce que le risque ici est accru de faire des formes sévères. Donc en cas de prise des immunosuppresseurs, la vaccination doit être faite dans le délai de 1 mois avant et 1 mois après cette prise pour être efficace. Le vaccin est-il sans danger si je prends les anticoagulants? Donc, comme la plupart des vaccins, le vaccin contre coronavirus est injecté en IM dans le haut du bras. Pour les personnes sous anticoagulants en présentant des troubles d'hémostase, il vaut mieux utiliser des voies sous-cutanées avec précaution, d'utiliser une aiguille fine, choisir la région deltoïdienne, appliquer une pression fermée au point d'inoculation, mais sans friction pendant au moins 5 minutes. Lorsque le voyage est recommandé, on doit aussi respecter certaines précautions comme utiliser une aiguille de calibre de 23 ou bien moins, appliquer une pression fermée au point d'injection pendant au moins 5 minutes sans frotter. Alors, est-ce que l'immunité acquise par la vaccination naturelle est-elle plus solide que l'immunité post-vaccinale? Donc, la protection des personnes obtient en cas d'infection varie d'une personne à l'autre. D'accord? Plusieurs études ont montré que nombreuses personnes n'ont pas d'anticorps détectables quelques mois après une infection COVID, après une infection bénigne ou asymptomatique. Il peut faire une réinfection. D'accord? En revanche, pour les personnes qui ont fait une forme grave
ont des anticorps qui est détectable au moins 6 mois plus tard. Donc la vaccination entraîne une immunité qui semble initialement comparative à celle des personnes qui ont fait une forme grave, mais on ne sait pas dans quelle mesure cette immunité persiste au-delà de 6 mois. Donc seule une vaccination complète avec 2 doses vaccinales offre une protection efficace. Donc pour les sujets qui font des formes bénignes, euh, l'immunité, ils vont pas être acquis une immunité durable. Donc, ils ont le risque de réinfecter. Alors, pour les sujets qui ont fait des formes graves, on a une immunité de 6 mois, qui est presque c'est l'immunité de la vaccination. Alors, une autre question. Je reçois le vaccin Covid en même temps. Est-ce que je peux recevoir le vaccin Covid en même temps avec le vaccin anti-grippal? Donc, il est recommandé de faire le vaccin anti-Covid au moins 2 semaines après votre vaccin de la grippe. Une autre question sur la vaccination. Est-ce que possible de co-administrer le vaccin Covid avec les autres vaccins au minimum 14 jours après ou 28 jours avant l'administration de tout autre vaccin? Alors, euh, le vaccin agira en cas d'une nouvelle mutation du virus. À l'heure actuelle, il semble probablement que les vaccins qui ont été mis en place sont toujours efficaces contre ces nouveaux variants. Maintenant, je vais présenter les points importants dans l'interview faite par Claude Alexandre qui dit ni la vaccination ni un nouveau confinement ne nous sauveront du Covid dans les mois à venir. Et voilà pourquoi. Il dit que on ne peut pas baser ni sur la vaccination ni sur le confinement pour combattre le Covid. Et voilà pourquoi. Donc, première partie, ne basez pas que sur la vaccination. Donc, pourquoi? Il dit que le SARS-CoV, donc l'éradication de SARS-CoV-2 est impossible, que ce soit par la vaccination ou par autre intervention. Donc, pourquoi? Parce que d'une part, le virus circule également chez les animaux, ce qui lui confère des réservoirs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et d'autre part, SARS-CoV est un virus à transmission respiratoire et dont les cibles associées à sa pathogénie sont également situées dans nos voies respiratoires. Pour empêcher sa circulation chez l'homme, il faudra donc bloquer le port d'entrée qui lui permet de nous infecter. Donc, pourquoi il est impossible d'éradiquer le SARS-CoV? Parce que le réservoir est toujours là et le port d'entrée est toujours là. D'accord, on n'agit pas sur le réservoir l'animal, on n'éradiquait pas. Et aussi pour le port d'entrée, on peut pas agir sur le port d'entrée. Donc, en l'occurrence, le virus nous infecte lorsqu'il entre en contact avec nos muqueuses orales et respiratoires. L'organisme dépose d'une larme pour assurer le blocage de tel virus à ce niveau et il s'agit d'un type d'immunoglobuline A. Donc ces anticorps, c'est-à-dire les immunoglobulines A, sont sécrétés au niveau du muqueuse et assurent une neutralisation de l'agent pathogène qui nous infecte. Donc pour la vaccination administrée systémique, oui, ne pouvant qu'une production faible d'immunoglobulines A, donc elle empêche donc qui est donc très peu efficace pour empêcher l'infection. Donc, la vaccin, elle ne peut pas empêcher l'infection parce que ne produit pas les immunoglobulines A. Par contre, le vaccin produit les immunoglobulines type M et G, ainsi une réponse immunitaire de lymphocyte T. Ces types de réponses sont efficaces pour protéger contre le développement des symptômes ou contre l'évolution vers les formes graves. Cependant, ce type de réponse n'empêche pas ni être infecté ni de transmission du virus. Donc, c'est pour ça l'éradication du virus est impossible.
Donc un exemple, via Israël, plus de 33% de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Chez plus de 60 ans, cette proportion dépasse 77%. Et pourtant, l'épidémie continue de faire rage dans le pays. L'afflux de Covid sévère vers les hôpitaux ne ralentit pas. Et à près de 17% du nouveau cas graves admis à l'hôpital sont des patients ayant déjà reçu une dose vaccinale. Donc, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas baser sur la vaccination. Donc, ne faire reposer la stratégie que sur la vaccination, laisser inéluctablement le virus circule activement dans la population. Et plus le virus circule, plus il mute. Donc, ceci fera inexorablement émerger de nouveaux variants toujours plus contagieux. Donc, si on basé que sur la vaccination, on dit que c'est bon, on est vacciné, on peut sortir sans précaution. Donc, le virus reste circule. Et que le virus reste circule dans la population, il peut faire des nouvelles mutations et échappe de notre système immunitaire. Deuxième partie, c'est la stratégie Stop and Go. Donc, le Stop and Go actuellement mené par le gouvernement est-il avoué à l'échec? Donc, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan économique, il est clair que la stratégie du vivre avec ou bien go on stop est déjà à l'échec. Cette stratégie, c'est des confinements, déconfinements, confinement et déconfinement. Donc, ou bien vivre avec, ou bien, comme on dirait, acquérir une immunité collective. Donc, c'est une stratégie à l'échec sur le plan sanitaire, échec sanitaire. Donc, ça leur dit encore qu'on pense à toutes les autres maladies qui ont vu leur accès aux soins interrompu par le vague d'épidémie. D'une part que il y a beaucoup de maladies autres que le Covid qui sont interrompues par cette vague et beaucoup d'autres diagnostics n'ont pas pu être faits à temps. Ce que sont autant de maladies chroniques qui seront dépistées tardivement à des stades plus avancés et donc plus difficilement curables. Donc c'est l'échec sanitaire. Pour l'échec économique, donc le Go and Stop n'a permis qu'une gestion de court terme. Donc le virus ne nous quittera plus. La stratégie Go Stop n'est donc pas adaptée à une telle situation puisqu'elle ne vise qu'à gérer l'urgence de court terme, c'est-à-dire aplatir la courbe des entrées en réanimation. Elle ne permet donc aucun contrôle épidémique. Donc, troisième partie de cette interview, c'est quoi la solution? Donc, la solution, c'est connaître les indicateurs pour contrôler une épidémie. Les indicateurs, premièrement, le dépistage. Au début, on a basé sur le PCR, mais maintenant, on s'appuie de plus en plus sur les tests de faible, qui est moins fiable, comme le test antigénique, dont la sensibilité globale n'est que de l'ordre de 60%, c'est-à-dire ces tests antigéniques ratent environ un infecté sur 3. Ils ne sont informatiques que lorsqu'ils sont positifs. Deuxième indicateur, c'est le contact tracing, c'est-à-dire rechercher les cas contacts. Donc, le cas index ne peut signaler que les cas qu'il pense être pertinents et seulement ce dont il connaît l'identité. C'est donc une méthode hautement lacunaire et inefficace. On ne peut pas baser sur le cas index pour détecter, signaler les cas contacts. On ne peut pas faire ça. Donc, pour comparaison, la Corée du Sud qui maîtrise le contact tracing grâce à des outils numériques, par exemple des applications sur mobile, l'application de tracing, le QR code dans les commerces,
Donc ils sont donc bien plus efficaces pour casser les chaînes de contamination, ce qui leur permet de maintenir l'épidémie de plus bas et épargner des milliards de vies et protéger leur économie. Ça. Notre indicateur, c'est l'isolement des infectés et leurs cas contacts. Ceci doit passer par un confinement obligatoire mais aidé. Aide financière, fourniture des vivres, médicaments, des masques, suivi médical. Et un autre indicateur, c'est un simple test virologique avant le voyage ou bien à l'arrivée ne suffit absolument pas à garantir l'absence de l'importation du virus. Le test peut être faussement négatif, soit trop précoce, soit prélèvement de mauvaise qualité ou bien portage digestif. Ce qui assure le blocage du virus, c'est bel et bien d'isoler obligatoirement de tous les voyageurs, au moins pour une durée de 14 jours. Donc, notre stratégie actuelle repose sur la surveillance de ces indicateurs épidémiologiques lacunaires et tardifs. Premièrement, par l'adaptation de protocoles sanitaires également nécessaires pour mieux tenir compte le rôle de l'aérosol et donc la nécessité d'aérer les espaces clos en toutes les circonstances, aussi de porter des masques avec information de la population du type de masque, etc. Aussi respecter la distance de sécurité plus de 2 mètres. Aussi faire le contact tracé doit également être massivement renforcé à l'aide des outils numériques tels que les applications mobiles et le QR code dans le commerce, transport et la téléphonie. Donc aussi, tous les porteurs de virus et la contact sont alors isolés, d'accord. Et n'oubliez pas de contrôler ces frontières est également indispensable, non pas seulement avec des tests, mais surtout par la mise en place d'isolement obligatoire de 14 jours. Donc, chaque mesure seule ne suffit pas, mais chaque mesure est un émail indispensable pour que l'ensemble fonctionne et aboutisse à un contrôle efficace de l'épidémie. Donc, tant qu'on ne parviendra pas à faire respecter cet isolement le plus précocement possible, on sera toujours contraint à l'arrivée au confinement général. Donc, c'est l'intérêt de la méthode dite LASERT qui s'oppose à la quarantaine pour, premièrement, briser la chaîne de contamination, deuxièmement, pour mettre la population sous la cloche, c'est-à-dire sous la pique. Donc, les mesures sanitaires sont enclenchées pour réduire les interactions sociales et permettant rapidement au tritypic test tracking isolé de produire ses effets. Donc, pour terminer, on dit qu'il serait alors possible d'engager une stratégie de suppression virale efficace à condition d'obtenir la participation de tous et le respect strict des mesures sanitaires de façon à maintenir durablement l'épidémie à distance. Donc, il serait alors possible de retrouver une activité normale tout en restant en sécurité, bien sûr. C'est également une nécessité pour préserver l'efficacité vaccinale en évitant que le virus ne continue de circuler au sein d'une population dont l'immunité va croître. Une telle circulation favorise la sélection du mutant en échappement immunitaire et permettant en péril l'efficacité vaccinale. Donc toute la problématique porte sur le courage politique et l'acceptation par la population. Et merci.